Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Maître Laurent Gauthier. Bonjour Laurent. Bonjour. Bienvenue sur ce podcast. Laurent, vous êtes spécialiste des marchés de capitaux et des fusions-acquisitions. Vous accompagnez les sociétés cotées et institutions financières en France et à l'international, justement dans le cabinet Darrois. Est-ce que vous pouvez nous raconter vos premiers pas dans le droit et qu'est-ce qui vous a poussé à devenir avocat ? Alors tout d'abord, madame, merci pour votre invitation. Je suis vraiment ravi de participer à ce podcast et d'avoir l'occasion de présenter mon parcours et mon activité professionnelle aux auditeurs du podcast. Alors le droit, c'était pas forcément une évidence lorsque j'étais au lycée. Je me suis d'abord orienté plutôt vers un cursus en maths, mais j'ai rapidement bifurqué parce que moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était l'actualité, les relations internationales. J'avais plutôt envie de devenir diplomate. Et puis, en parallèle de Sciences Po, j'ai également étudié le droit des affaires. Et j'ai rapidement trouvé que le droit était en fait une bonne combinaison entre les sciences sociales au sens large et la rigueur que j'aimais dans les mathématiques. Donc, ce goût pour le droit est arrivé au fur et à mesure et m'a conduit vers la profession d'avocat. Que j'exerce maintenant depuis une vingtaine d'années avec beaucoup de joie. Très bien. Et quelles ont été vos premières expériences avant d'arriver chez Darrois ? Je suppose que vous avez peut-être fait d'autres cabinets avant. Est-ce que vous pouvez nous raconter vos premiers débuts justement à l'issue de vos études ? Alors j'ai connu assez peu de cabinets. J'ai pas eu la bougeotte que certains de mes confrères peuvent avoir. Je suis resté assez fidèle aux cabinets dans lesquels j'ai travaillé. J'ai commencé après le droit et Sciences Po par une collaboration dans un cabinet américain à Paris, Cleary Gottlieb, à Paris et à New York. J'avais fait une petite pause pendant ma collaboration pour aller faire un LLM à Harvard et travailler à New York. Et ensuite, donc j'y ai passé 8 années à Paris et à New York. Et ensuite, en 2013, donc un peu plus de 10 ans, j'ai rejoint le cabinet Darrois, où je les ai rejoints d'abord comme counsel, et je suis devenu associé rapidement après. En M&A, en public M&A au sens large, public M&A international, et également en marché de capitaux, puisque le cabinet était venu me chercher pour développer et monter la pratique de marché de capitaux, ce que j'ai fait je pense avec succès. Et donc je dirige aujourd'hui la pratique de marché de capitaux et j'exerce aussi en M&A. Très bien. Et vous êtes combien dans votre équipe aujourd'hui ? Alors, dans l'équipe M&A compte une dizaine d'associés, 10-12 d'associés, et entre 20 et 25 collaborateurs. Il peut y avoir, les chiffres peuvent varier en fonction du moment dans l'année, de l'arrivée des nouveaux collaborateurs, mais le nombre de collaborateurs est environ de 25, dont certains sont counsel. Voilà. Et au sein de l'équipe M&A, une counsel travaille avec moi en marché de capitaux et un certain nombre de collaborateurs font à la fois du M&A et des marchés de capitaux. Donc l'équipe est assez polyvalente. Vous avez parlé du fait que vous êtes arrivé en tant que counsel chez Darrois. Votre passage à l'association, est-ce qu'il y a certaines choses que vous avez dû prouver ou mettre en place ? Comment s'est passée cette association ? Est-ce que vous avez été objectivé sur certaines choses ? Peut-être que ça pourrait aider aussi vos confrères qui nous écoutent pour justement le passage de counsel à associé. Comment ça se passe, en tout cas, de votre expérience chez Darrois ? Dans les décisions d'association, il y a toujours beaucoup d'éléments qui sont pris en compte. On dit toujours que pour devenir associé, il faut être la bonne personne, au bon moment, au bon endroit. Donc évidemment, on prend en compte un certain nombre de facteurs. En ce qui me concerne, moi j'étais arrivé chez Darrois pour développer les marchés de capitaux et continuer à travailler en M&A. Et donc
l'association, ça a été aussi la reconnaissance du fait que ce développement de l'activité en marché de capitaux avait été un succès. Et donc, il fallait poursuivre. L'association m'a permis de poursuivre dans ce développement de l'activité. Et évidemment, il faut aussi que dans un cabinet comme le cabinet Darrois, il faut avoir des perspectives, il faut que la candidature soit soutenue par plusieurs autres associés. Il faut s'impliquer aussi au sein du cabinet et puis être en mesure aussi d'avoir des perspectives de développement et en plus de cela travailler, être en mesure d'accompagner des clients historiques du cabinet que nous avons en nombre au cabinet. Ça fait beaucoup de choses pour passer associé. Quand oui, même, c'est une espèce d'alchimie qui n'est pas forcément objectivable, mais on prend en compte un certain nombre d'éléments et ça a été le cas aussi dans les associations récentes. Il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de facteurs qui sont pris en compte. Et vous parliez du développement justement de fidéliser la clientèle, enfin tout ce qu'on va attendre justement d'un conseil pour passer associé. Qu'est-ce que vous, justement, quand vous êtes arrivé, vous avez pu mettre en place pour essayer de développer ce pôle-là? Comment est-ce que vous avez trouvé vos premiers clients? Est-ce que c'est la réputation du cabinet qui a facilité tout ça? Enfin, qu'est-ce que vous avez concrètement fait justement à ce niveau-là pour faciliter le départ de votre pôle? Là encore, il n'y a pas de règle, mais quand on exerce dans un cabinet comme Darrois, il y a évidemment, on a la chance d'avoir accès à un certain nombre de clients existants. Donc le développement se fait beaucoup aussi auprès de ces clients-là. Et puis l'aspect de fidélisation et de poursuite du travail avec des clients qui travaillent régulièrement avec le cabinet est assez important. Oui, et puis quand on développe une nouvelle pratique, il faut aussi se développer tous horizons. Moi, il y a certains clients que j'avais eus lors de ma collaboration dans mon précédent cabinet qui m'ont suivi. Et puis on développe aussi de nouveaux clients. C'est tout l'enjeu commercial de l'association. Et Darrois est un cabinet extrêmement prestigieux. Qu'est-ce qui vous a marqué au début dans la culture du cabinet, peut-être qui était différent et que vous avez apprécié par rapport à votre expérience précédente? Alors c'est un cabinet qui y a beaucoup de différences. J'ai noté beaucoup de différences en arrivant et qu'on continue à cultiver et dont je participe aussi à ça depuis mon arrivée. D'abord, c'est un cabinet où il fait vraiment bon travailler, bon vivre. On a une taille qui permet de connaître tout le monde, de travailler avec tout le monde. Vous êtes 80-90 autour de 90. On a une culture très transversale, donc on travaille vraiment, les équipes travaillent vraiment la main dans la main. Et puis, une des grosses différences, parce qu'on nous sollicite aussi beaucoup pour des dossiers très exigeants, des dossiers complexes, des dossiers avec beaucoup d'enjeux, des enjeux juridiques, financiers, médiatiques, parfois politiques. Et on vient nous interroger pour mettre en place des solutions à des sujets des solutions qui n'existent pas encore. Donc on fait vraiment du sur-mesure. Et ce qui m'a vraiment beaucoup marqué par rapport à d'autres cabinets que j'ai pu connaître, c'est qu'on fait beaucoup de droit. On fait beaucoup de droit, on ne se repose pas sur les précédents, sur la pratique, sur des opérations qui ont déjà été faites. Alors évidemment, tout ça vient alimenter notre réflexion, mais on creuse vraiment beaucoup les sujets juridiques et pour mettre en place des solutions uniques aux besoins de nos clients. Et vous disiez qu'il faisait bon vivre au sein du cabinet. Comment est-ce que justement vous assurez que les jeunes collaborateurs qui vous rejoignent trouvent leur marque? Comment est-ce que vous assurez leur évolution? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour limiter le turnover qui peut être pénalisant pour un cabinet? Au final, c'est pas ce qu'on cherche. On cherche à avoir des gens qui restent un maximum de temps pour être élevés dans la culture du cabinet. Qu'est-ce que vous mettez en place en interne justement pour favoriser leur parcours et leur évolution? Alors, deux choses. D'abord, le cabinet... au sein de l'association, historiquement, il y a
c'est un mélange un peu d'historique du cabinet et d'associés qui sont venus alimenter, rejoindre le cabinet, des associés qui étaient les meilleurs dans leur pratique et qui sont venus apporter leur savoir-faire, leur clientèle au cabinet pour servir les clients du cabinet. Donc le cabinet s'est construit comme ça. Et depuis quelques années, on cultive aussi beaucoup la progression interne. Donc moi, je m'occupe au cabinet du recrutement des stagiaires, recrutement des collaborateurs, vie des stagiaires et des collaborateurs, relations avec les écoles et les partenariats. Et l'un des enjeux auxquels on est confronté, c'est de recruter des collaborateurs qui vont bien s'intégrer dans notre monde, dans notre univers professionnel, qui vont être à la hauteur des exigences de nos clients, des exigences du cabinet. Et donc, j'essaye d'identifier très tôt les étudiants à travers les partenariats qu'on peut avoir avec certaines écoles, avec certaines universités, identifier très tôt les meilleurs candidats, leur proposer des stages, les faire revenir en stage, et puis ensuite on essaie de recruter nos collaborateurs parmi nos stagiaires. Donc vraiment, quand les collaborateurs rejoignent le cabinet, généralement eux connaissent le cabinet, connaissent les avocats, et nous on les connaît aussi, on les a déjà vus travailler. Donc il y a une espèce d'accompagnement, enfin une progression, on avance vraiment main dans la main. Et les premières années de collaboration sont aussi l'occasion d'accompagner les jeunes collaborateurs dans leur développement professionnel, personnel, parce que les premières années de collaboration, c'est évidemment un enjeu très important dans la construction d'une carrière. Et donc on constate que depuis quelques années, on a la plupart de nos collaborateurs sont d'anciens stagiaires et ils progressent, et beaucoup franchissent des étapes, deviennent counsel, certains ensuite associés, mais il y a une progression assez logique dans la vie au cabinet depuis le stage jusqu'à on l'espère le plus loin possible et le plus longtemps possible. Vous avez très peu de turnover justement vis-à-vis de vos effectifs? On a évidemment du turnover parce que les aspirations de nos collaborateurs sont variées. Et donc, oui, on a du turnover. Je connais pas les statistiques dans les autres cabinets, mais on a globalement des collaborateurs qui restent assez longtemps au cabinet. Beaucoup font toute leur collaboration au cabinet. D'autres nous quittent avant pour explorer d'autres voies ou s'essayer à d'autres types de carrières. Mais je pense que ça fait partie de la vie d'un cabinet comme le nôtre, et c'est pas anormal. Oui, non, tout à fait. Et puis je pense qu'il y a beaucoup de jeunes avocats qui parfois ont envie d'essayer diverses expériences avant de vraiment savoir ce qu'ils ont envie de faire, des gros cabinets, des cabinets de taille plus intermédiaire. Qu'est-ce que vous mettez Est-ce que vous avez des plans de formation peut-être sur des sujets qui ne touchent pas que directement le droit, qu'on n'apprend pas en école d'avocat et qui pour autant sont indispensables pour devenir associé? Je pense à tout ce qui va toucher au management ou même la façon de travailler ensemble, etc. Est-ce que ce sont des choses que vous intégrez dans les parcours de formation? Alors, on organise un certain nombre, on a des programmes de formation très ambitieux au cabinet. D'accord. On forme nos collaborateurs dans les différentes équipes, mais aussi de manière un peu transversale, à différents sujets, des sujets techniques, des sujets un peu moins techniques, la déontologie, qui guide un peu notre pratique et qui est indépendante de la spécialisation des uns et des autres. Et puis, on essaye aussi d'ouvrir un petit peu d'ouvrir un peu les champs de nos formations pour ouvrir un peu l'esprit des avocats du cabinet. Ça s'adresse autant aux stagiaires qu'aux collaborateurs qu'aux associés. Mais on a des programmes, on fait souvent venir des intervenants en dehors du monde du droit, des financiers. On a fait venir également des militaires, des auteurs, pour partager leur expérience. On découvre aussi d'autres enjeux qui peuvent exister dans d'autres professions, dans notre monde. Enfin, on essaye d'ouvrir un petit peu les horizons à des sujets qui sont au-delà du simple domaine juridique.
Et je pense que ça a été assez plébiscité. Enfin, les avocats du cabinet apprécient beaucoup ces formations ou ces rencontres avec des interlocuteurs qui sont en dehors du droit. Et ce que j'allais vous demander, c'est est-ce que vous avez eu des retours positifs, justement? Très positifs. Et vous voyez des effets sur le travail quotidien, le fait d'avoir des formations, puisque tous les cabinets ne prévoient pas forcément cela? Alors c'est toujours évident, le métier d'avocat est un métier à la fois d'expérience et de connaissance, donc c'est important, de continuer à se former, à se cultiver, à voir ce qui se fait ailleurs, dans d'autres domaines. Tout ça nourrit un petit peu notre profession, tout ça nourrit notre manière d'exercer. Donc oui, c'est important, c'est un véritable enjeu pour le cabinet, un véritable enjeu pour les avocats du cabinet. Et alors pour revenir un peu plus sur votre question, est-ce qu'on a des formations en matière de management? On a lancé récemment un programme de coaching pour nos counsels. Super. Donc on accompagne nos counsels qui sont donc des collaborateurs qui ont passé du temps au cabinet, qui ont déjà de l'expérience, une expertise dans certains domaines, qui se projettent dans le cabinet et qui jouent un rôle aussi d'intermédiaire souvent et d'encadrement à l'égard des plus jeunes collaborateurs et de formation à l'égard des plus jeunes collaborateurs. Donc on a pensé que c'était important de les associer un peu plus à la vie du cabinet, de les associer aussi, de leur donner les outils pour faire vivre le cabinet, faire vivre leurs équipes et se former aussi eux-mêmes, que leur avenir soit chez nous ou ailleurs. C'est important à ce stade du parcours de prendre le temps de réfléchir à sa pratique, de réfléchir à son mode de gestion, son mode de management, ses interactions avec les autres. Donc on a lancé cette année ce programme de coaching avec nos counsels. Et là, les retours sont aussi extrêmement positifs. Je pense que nos counsels voient beaucoup d'intérêt dans cet exercice et dans cette opportunité qu'il leur est donnée. Ah, mais j'en suis certaine. Je pense que c'est un joli cadeau de les former sur ces sujets-là, parce que c'est pas forcément, comme je disais, quelque chose qu'on apprend initialement en école d'avocat, même s'il y a pas mal de choses qui s'apprennent avec l'expérience. Typiquement, le management, je pense qu'il y a aussi beaucoup de pratiques dans la vie quotidienne. Typiquement, vous qui mettez ces choses-là en place, est-ce que vous avez eu des formations comme ça aussi à vos débuts, que ce soit chez Darrois ou ailleurs, ou c'est assez récent finalement Alors, oui, je pense qu'il y a beaucoup d'avocats, et c'est mon cas, qui se sont formés un peu sur le tas au management, à la gestion des équipes. Donc non, j'ai pas eu cette chance, parce que, comme vous le disiez, c'est vraiment une chance de pouvoir être accompagné. Et puis, au-delà de la formation, il y a aussi... ça permet aussi à nos counsels de partager leurs expériences et de partager aussi leurs bonnes pratiques. Voilà. Espérons que ça soit bénéfique. Enfin, en tout cas, comme vous disiez, on le voit comme quelque chose qu'on leur doit aussi. Ils sont arrivés là parce qu'ils ont beaucoup travaillé et ils ont montré tout leur engagement à l'égard du cabinet et des clients. Donc, c'est quelque chose qui leur est bénéfique, mais qui est aussi bénéfique aux équipes. Tout à fait. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui évolue un peu dans les cabinets où il y a quelques années encore, on avait plus tendance à avoir peut-être un mentor et après être assez autonome ou autodidacte sur sa montée en compétence sur des sujets comme ça. Et où là, maintenant, en tout cas, c'est mon impression, vous allez me dire si vous la partagez, que les cabinets sont un peu plus attentifs justement à faire ces cadeaux un peu de technique, on va dire, à leurs effectifs, à leurs collaborateurs ou même leurs counsels ou même leurs associés pour monter en compétence sur ces sujets-là qui sont hyper importants. Je pense même quand on est associé, c'est bien d'avoir peut-être quelquefois des piqûres de rappel pour c'est quoi finalement être un bon manager ou avoir une vision un petit peu externe, prendre de la hauteur sur ce que l'on fait. Je pense que l'organisation du métier d'avocat a beaucoup évolué. Le métier d'avocat, avant, c'était un avocat qui exerçait de manière individuelle, qui avait son collaborateur, et le collaborateur se formait auprès de l'avocat. Aujourd'hui, le mode d'exercice au sein de cabinet fait que les collaborateurs travaillent avec plusieurs personnes. Il n'y a plus forcément cette notion d'accompagnement individualisé, de mentorat. Donc c'est important aussi qu'il y ait une forme d'accompagnement des collaborateurs, de mettre ça en place pour accompagner les collaborateurs dans le début de leur carrière. Et pour terminer sur la partie collaborateur, comme vous êtes responsable du recrutement, qu'est-ce qui pour vous fait un bon collaborateur? Qu'est-ce qui va faire la différence justement en termes de recrutement, en tout cas pour le cabinet Darrois,
pour des personnes qui nous écoutent, qui auraient envie, pourquoi pas, de vous rejoindre. Qu'est-ce qui, pour vous, est important? Bon, la rigueur, la technique, mais est-ce qu'il y a des critères un petit peu... Oui, au-delà de la technique, parce que le métier ne se résume pas à la technique, il ne suffit pas d'être un bon technicien pour être un bon avocat, mais il y a beaucoup de qualités, et puis c'est aussi un état d'esprit, un comportement, voilà, la curiosité, très important de cultiver la curiosité, la capacité à travailler en équipe, le fait aussi chez nous on cultive une pratique qui est une pratique généraliste dans nos différentes équipes et dans nos différentes pratiques. On a plutôt cette tendance à garder un champ d'expertise assez large. C'est ça qui fait le sel de notre métier. On n'est pas spécialisé dans tel ou tel contrat ou dans telle clause ou dans telle pratique. On est de vrais avocats de plein exercice et donc c'est important que les collaborateurs aient cette curiosité de s'intéresser au-delà. Alors par exemple pour les avocats qui nous rejoignent en M&A, de s'intéresser aussi à d'autres dimensions du métier, le contentieux, les autres pratiques qui alimentent le M&A, de s'intéresser à la fiscalité, au droit de la concurrence. On a aussi beaucoup de collaborateurs qui développent le côté très entrepreneur en ayant une clientèle qui essaye de développer une clientèle personnelle. Ça, on y est aussi très attentif et on voit ça d'un très bon œil. Ça permet de se frotter aussi à des problématiques qui sont au cœur du métier de l'avocat, c'est-à-dire la relation avec le client, les discussions qui peuvent parfois être un peu délicates sur les honoraires, les questions de responsabilité. Donc ça, c'est important d'aider nos collaborateurs à cultiver cette partie de leurs compétences. Mais donc, il n'y a pas de profil type pour être collaborateur au cabinet. Il faut être très motivé, évidemment, et puis savoir s'intégrer dans l'équipe. Et par rapport à tout ce qui va être communication, marketing, etc., est-ce que vous avez une équipe qui s'en occupe aujourd'hui? Enfin, comment est-ce que vous fonctionnez justement pour même aller peut-être chercher de nouveaux clients, enfin, en termes de rayonnement du cabinet? Comment est-ce que ça se passe? Alors, on n'a pas d'équipe à proprement parler de support en marketing. Et d'ailleurs, ça reflète un petit peu la philosophie du cabinet. On est resté un cabinet très entrepreneur et les fonctions comme le marketing ou d'autres, la gestion des ressources humaines, l'informatique, tout ça, ce sont des fonctions qui sont exercées par les associés eux-mêmes. Ah oui. Donc, ça fait une grosse charge de travail en plus. Oui, mais c'est aussi ce qui rend le métier intéressant. S'impliquer dans la gestion du cabinet, s'impliquer, travailler pour soi, mais aussi pour les autres associés du cabinet. Ça fait partie, et c'est ce qui permet aussi de faire vivre le cabinet, de faire vivre l'affectio societatis. C'est important que tous les associés prennent leur charge ou s'impliquent dans la vie du cabinet. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc on n'a pas d'équipe très large de marketing, de développement. Après, le développement de la clientèle, c'est voilà, quelque chose qu'on fait individuellement, collectivement, mais sans forcément le support d'une armée de business développeurs. Et vous avez parlé d'entrepreneur, avocat entrepreneur. Qu'est-ce que ça vous évoque pour vous? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez l'impression d'être dans votre quotidien, justement cette notion d'avocat entrepreneur, de l'exercer? Oui, tout à fait. Alors, notre cabinet s'y prête. Le cabinet, je reviens un peu sur l'histoire du cabinet, il a été créé en 87 par des avocats visionnaires et qui étaient d'abord dans un petit cabinet, le cabinet s'est développé par la suite, mais ce mode d'exercice très entrepreneurial est resté dans la culture du cabinet. Alors on est effectivement plus nombreux, un peu plus structurés, mais comme je disais, on reste quand même une structure très souple, très agile, et on exerce certes dans une structure, mais un peu comme si on était des avocats individuels. Voilà. C'est aussi le charme du cabinet. Le charme du cabinet et ce qui ajoute en fait à l'envie de travailler. On a les moyens au cabinet de développer, on a les moyens de progresser dans notre
dans notre pratique du métier, dans une grosse structure, tout en ayant ce sentiment d'être dans une structure très entrepreneuriale. Puis je pense, comme vous l'avez dit, c'est aussi très important de se sentir bien dans le cabinet. Et c'est une des premières choses que vous m'avez dites, c'est qu'il fait bon vivre au sein du cabinet et ça facilite aussi les échanges et le travail commun de toute façon. Tout à fait. Il fait bon vivre au cabinet dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire c'est un bel endroit pour s'épanouir, pour les collaborateurs, c'est un bel endroit pour devenir un avocat, l'avocat qu'ils rêvent de devenir. On accompagne, on offre en fait un environnement aux jeunes collaborateurs où ils vont certes beaucoup devoir s'impliquer, beaucoup travailler, mais en échange de ça, on leur offre la possibilité de s'exposer, d'être exposés sur des dossiers très importants, avec des sujets juridiques, des problématiques. On donne, nos collaborateurs ont beaucoup de responsabilités très tôt, donc ils ont cette chance, c'est une chance où ça convient pas forcément à tout le monde. Certains préféreront être dans une structure beaucoup plus encadrée avec une hiérarchie où tous les projets sont les ordres descendent d'en haut, les projets sont revus 15 fois avant de partir au client. Non, chez nous c'est très différent. On travaille de manière très on a une organisation très souple. Généralement, sur les dossiers, on a un associé, un collaborateur, parfois 2 associés, 2 collaborateurs. Et on forme des petites équipes où les associés et les collaborateurs travaillent vraiment main dans la main, en bonne intelligence. Et c'est aussi une manière d'assurer la transmission du savoir, transmission des compétences, transmission ce qui est très important. De notre envie d'être avocat. Non, je pense que ce sont des choses essentielles de toute façon pour le bien-être au travail, mais aussi pour donner envie, parce que c'est long quand même, un parcours de collaborateur, c'est généralement 8 ans, et puis après on parle de 3-4 ans, c'est assez variable, mais en tant que counsel, donc pour rester aussi longtemps, il faut quand même avoir tout qui est bien à disposition, parce qu'il y a de la concurrence aussi entre les cabinets d'avocats, ne serait-ce que sur la recherche de talents. Oui, tout à fait. Alors pour nos collaborateurs, on a aussi, depuis quelques années, on s'astreint aussi à être transparent avec nos collaborateurs. Oui, c'est important. Dans ma génération, on a malheureusement pas toujours, tout le monde n'a pas eu la chance. On nous a souvent fait courir derrière des perspectives qui n'existaient pas. On se doit au cabinet d'être transparent avec nos collaborateurs. Et donc, généralement, on a des étapes lors desquelles on a des discussions avec les collaborateurs. Une étape importante, c'est à l'arrivée en 8e année. En 8e année, si les collaborateurs souhaitent rester au cabinet pour s'inscrire sur le plus long terme, et si de l'avis des associés, c'est une bonne décision, une bonne idée, on propose à nos collaborateurs de devenir counsel. Et lorsqu'ils deviennent counsel, c'est là que peuvent s'ouvrir des discussions sur une éventuelle association. Alors, l'association n'est pas systématique. Oui, tous les counsels ne deviendront pas associés. Tous les counsels ne deviennent pas associés, mais on offre cette chance aux collaborateurs de pouvoir poursuivre leur parcours après 8 ans pour des durées qui peuvent être qui sont assez variables. Et on leur offre aussi dans ce cas-là la possibilité de découvrir de nouvelles tâches, de nouvelles fonctions, de nouveaux aspects de la vie de l'avocat qui sont un peu plus managériales et qui leur permettent aussi de s'épanouir et éventuellement de devenir des associés plus tard, chez nous, ailleurs, ou alors même carrément de changer de profession. Je comprends. Et si on quitte un petit peu cet aspect évolution, recrutement, etc., quels sont les grands enjeux aujourd'hui stratégiques du cabinet ? Bon, sans nous dévoiler les secrets, mais globalement, quels sont les grands enjeux stratégiques de développement aujourd'hui sur lesquels vous travaillez ? Alors aujourd'hui, la stratégie du cabinet, elle est très
à la fois simple, clair, et l'enjeu c'est de continuer à la mettre en œuvre. On est une structure qui est resserrée autour de ces deux cœurs de métier, le M&A et le contentieux stratégique, dans toutes leurs dimensions, et à côté en soutien de ces deux cœurs de métier, nous avons un certain nombre d'autres pratiques, et on a dans toutes ces pratiques, dans les pratiques cœur et dans les pratiques qui viennent au soutien, les meilleurs avocats, parmi les meilleurs avocats de la place. Donc cette stratégie, elle a été réaffirmée, et on va la poursuivre. Donc ça, c'est un des premiers enjeux. Ensuite, parmi les autres enjeux, c'est de faire vivre le cabinet, d'arriver à détecter les talents, à les identifier, les recruter, et les accompagner dans leur développement. Ça, c'est votre rôle. Ça, c'est mon rôle, exactement. Les aider à progresser au sein du cabinet pour que les meilleurs étudiants qui deviennent les meilleurs collaborateurs deviennent aussi nos meilleurs avocats de demain. Et puis, alors il y a aussi beaucoup d'enjeux qui sont liés à l'évolution de la profession, dont on parle beaucoup en ce moment, avec notamment le développement de l'IA. Oui, ce que j'allais vous parler. C'est de ce dont j'allais vous parler. Exactement. Donc, beaucoup parlent d'une révolution au sein des cabinets d'avocats. Alors nous, on est déjà, à travers notre pratique, qui est quand même, on n'a pas une manière, notre pratique n'est pas une pratique industrielle de faire des opérations à la chaîne, des choses qui soient industrialisables. Donc, on a quand même une pratique très high level. Sur mesure. On fait vraiment de l'accompagnement sur mesure sur des opérations très complexes, stratégiques. Nos interlocuteurs sont les dirigeants, direction générale, conseil d'administration. Notre pratique n'est pas forcément remplaçable. Enfin, rien ne remplacera le conseil d'un avocat c'est pas l'objet de l'IA, d'ailleurs. Humain. Et c'est pas l'objet de l'IA. Mais néanmoins, on ne peut pas se désintéresser de l'IA. L'IA, c'est d'une certaine manière un peu l'avenir de la profession. Ce qui est important aujourd'hui, au vu des évolutions, c'est de se saisir de l'IA. On a jusqu'à assez récemment été un peu observateur. On n'a jamais rejeté l'IA et les évolutions technologiques. On a été plutôt observateur des évolutions. Et maintenant que les outils commencent à être un peu plus efficaces, un peu plus utiles, qu'on voit aussi une manière de les intégrer dans notre quotidien, à la fois dans notre gestion des dossiers, mais aussi dans la gestion du cabinet. On se saisit, et ce qui est important aujourd'hui, c'est de familiariser les avocats du cabinet avec les outils. Oui, bien sûr, qu'il n'y ait pas une utilisation un petit peu anarchique et que tout soit bien encadré autour de nous. Peu importe l'utilisation, mais ce qui est important, c'est que tous les avocats se saisissent de ces outils, se familiarisent avec la manière d'utiliser les instruments d'IA, l'art de prompter, l'art de faire un prompt, voir un peu comment sont... Parce que utiliser l'IA, c'est pas instinctif, ça s'apprend aussi. Il faut comprendre comment fonctionne le logiciel, comment l'alimenter, comment l'améliorer. Et donc, il est important, je pense, aujourd'hui que les futurs avocats, les avocats prennent en main ces outils et puis en face des outils du quotidien pour améliorer leur pratique. Bien sûr. Puis en face, bon usage aussi, parce que vous êtes quand même dans une profession assez sensible avec des données confidentielles. On ne peut pas utiliser n'importe quel outil et donner n'importe quoi. Je pense par exemple à ChatGPT et tout ça. Il faut quand même tout doit être encadrer un petit peu. Tout doit être bien encadré, avec évidemment nos règles déontologiques en toile de fond. Évidemment, la confidentialité de ce que nous confient nos clients, c'est vraiment évidemment c'est pas négociable, et c'est vraiment ce qui distingue l'avocat d'un grand nombre d'autres professions. On est très attaché évidemment à la confidentialité, donc toutes les solutions que nous utilisons au cabinet
nous permet de nous assurer de la confidentialité des données qui sont partagées avec l'outil. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, l'IA ne remplacera pas l'humain. Donc, évidemment, l'IA est un outil de réflexion qui permet d'aider à la réflexion, qui permet d'aider aux recherches, mais l'IA ne remplacera jamais la main humaine ou le cerveau. Exactement, le cerveau, la main humaine, notre expérience. Voilà, le cabinet a de nombreuses années d'expérience, des avocats très expérimentés, et c'est ça qui fait notre valeur ajoutée, plus que l'outil d'IA que nous utilisons. Tout à fait. Et quel est votre regard vis-à-vis de la transparence que l'on peut avoir ou pas vis-à-vis des clients sur l'utilisation de l'IA? Est-ce que selon vous, c'est quelque chose qu'on peut mettre en avant justement pour dire que notre cerveau nous a servi sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, peut-être que juste de la simple recherche ou rédaction de certaines choses. Enfin, est-ce que vous, c'est on a de nombreux clients qui nous demandent, qui spontanément nous demandent comment on utilise l'IA, comment. D'accord. Voilà. Il y a certains clients, avant de confier des mandats, qui veulent avoir cette discussion, cet échange, qui est tout à fait sain. Il y a pas de, voilà, on n'a pas de difficulté à annoncer un peu notre manière de travailler. Oui, je comprends. Et à mettre en avant le fait qu'on utilise l'IA. Tout à fait. Mais je pense aussi que de toute façon, quand on parlait même de recrutement, de recherche de talents, etc., c'est quand même important aujourd'hui pour un cabinet de se doter d'une intelligence artificielle au risque d'être assez en retard et de même peut-être ne pas intéresser de nouveaux talents parce qu'ils ils auront envie aussi de toucher à cette IA et de pratiquer le droit avec une intelligence artificielle. Alors, on a pas mal de candidats stagiaires, candidats collaborateurs qui nous interrogent aussi pour savoir quels sont les outils qui sont mis à leur disposition, quels sont les outils qu'ils pourront utiliser. Moi, je souhaite lancer aussi, là, à la rentrée, des échanges avec les universités et les écoles pour essayer d'arriver en fait à définir la formation minimum en matière d'IA que les écoles et les universités pourraient fournir aux étudiants avant qu'ils intègrent des cabinets en tant que stagiaires, en tant que collaborateurs. Donc ça, il y a un rôle important en amont de l'arrivée au cabinet. Et puis après, lorsque les stagiaires et les collaborateurs arrivent au cabinet, évidemment, c'est à nous d'encadrer, de suivre et d'être attentif à la manière dont l'IA est utilisée. Vous avez un comité de pilotage aujourd'hui, un petit peu innovation au sein du cabinet On a effectivement un comité, on a un groupe d'avocats qui regroupe des associés, des collaborateurs sur l'IA qui fait des tests de différents logiciels, différentes solutions. Donc effectivement, oui, c'est... Avec des formations aussi en interne, justement, à ce sujet, oui, tout à fait. Oui, je pense que c'est important d'avoir... c'est dans cette phase de démarrage ou dans cette phase de prise en main de l'outil, c'est important que tout le monde soit... tous ceux qui veulent l'utiliser puissent avoir des explications, des bonnes pratiques. Voilà. On a aussi des collaborateurs et des associés qui utilisent, qui sont un peu en avance et qui utilisent beaucoup l'IA et qui font aussi office un peu de formateurs internes. Voilà, de formateurs internes, ou en tout cas qui partagent leurs bonnes pratiques, leur bonne utilisation des instruments et qui aussi mettent en avant les pièges à éviter. C'est bien, ça favorise la cohésion d'équipe aussi. Exactement. D'avoir des formateurs en interne comme ça. Et pour terminer sur le développement et la stratégie du cabinet, aujourd'hui, quelle est la philosophie du cabinet vis-à-vis de l'international, de différents partenariats, etc. Alors, comme vous le savez, on est un cabinet français, on est un cabinet indépendant. Bien sûr. On est présent à Paris, on a 2 bureaux qu'à Paris, mais le cabinet a une pratique et a une activité qui est largement internationale. Je ne peux pas vous donner de statistiques, mais on a une majorité de nos dossiers qui ont une dimension internationale. Et donc, pour traiter ces dossiers, lorsqu'il y a des aspects de droit étranger, on travaille avec des cabinets amis. On n'a pas de réseau formel, mais on a un réseau de cabinets indépendants amis dans le monde entier, dans d'abord toutes les grandes juridictions, mais aussi dans les plus petites, qu'on prend le soin de développer, avec lesquels on prend le soin d'interagir sur les dossiers, mais aussi en dehors. On a certains associés du cabinet qui sont très actifs au sein de l'IBA. Donc on est très attentif
attentifs à développer nos liens avec des cabinets étrangers parce que le développement international et l'activité internationale sont évidemment très importants dans notre activité. Et donc on a des liens très forts avec certains cabinets. Moi, j'ai connu un peu les deux modèles, donc le cabinet intégré avec des bureaux un peu partout dans le monde, et le modèle du cabinet Darrois, qui est un cabinet indépendant avec des amis un peu partout dans le monde. Et je dois dire qu'on n'a vraiment rien à envier. Je pense qu'en termes de service du client, en termes d'efficacité des échanges avec les avocats étrangers, le modèle que nous développons est vraiment un modèle très efficace. Ça va peut-être être un petit peu redondant vis-à-vis de ce que vous m'avez dit avant, mais j'ai quand même envie de vous poser la question. Comment est-ce que le cabinet s'adapte justement à la concurrence, les évolutions du marché? Enfin, par exemple, depuis que vous êtes arrivé, comment le cabinet s'adapte à tous ces changements en fait, qu'il peut y avoir autour? On parlait tout à l'heure de réputation et vous disiez que le cabinet avait une très bonne réputation. Je dirais que c'est à la fois bien et c'est un actif pour nous, mais on ne peut pas se reposer dessus. Et donc, voilà, c'est être bon et être les meilleurs dans notre domaine, c'est quelque chose qui se cultive et donc on est toujours à l'affût de l'excellence. C'est très important pour nous de toujours offrir la même disponibilité, la même qualité de travail, la même qualité de conseil, la même proximité avec les dirigeants et la même capacité à offrir des solutions à nos clients dans leurs divers dossiers, dans leurs diverses problématiques, que ce soit une problématique ponctuelle ou une problématique sur le long terme dans la vie de l'entreprise. Voilà, c'est ça notre manière de fonctionner. Et donc c'est important de cultiver cette excellence pour toujours rester les meilleurs. Et par rapport à vos débuts, est-ce que vous trouvez que le métier a évolué outre l'IA par exemple? Est-ce que pour vous, le rôle d'associé aussi tend à évoluer d'une façon différente? Je ne sais pas, peut-être au sein du cabinet, avec tous les changements externes qu'il peut y avoir? Alors je pense que dans la manière d'exercer le métier dépend beaucoup de chacun, dépend aussi des structures. Donc évidemment, le métier a évolué, le métier s'est saisi des outils qui ont été mis à sa disposition. Nous, on voit notre métier comme voilà, on est très au cabinet Darrois, on est et vous aviez accueilli Jean-Michel Darrois, qui l'avait déjà dit et je le redis, on est très attaché à la défense du client et défendre la liberté. Pour le paraphraser, défendre la liberté d'un de nos clients n'est pas moins... défendre, excusez-moi, défendre les intérêts patrimoniaux de notre client n'est pas moins noble que de défendre la liberté d'un client, d'un prévenu. Voilà, donc ça on est très attaché à ça et je pense que c'est dans notre culture commune au sein du cabinet. On a cet ADN commun dans l'exercice de notre belle profession d'avocat. Et dans les années à venir, comment est-ce que vous voyez justement, on a parlé des enjeux, de la stratégie du cabinet, est-ce que vous avez des velléités de croissance peut-être? Comment est-ce que dans les années à venir, vous voyez l'évolution du cabinet Darrois? Alors comme je vous le disais tout à l'heure, notre stratégie c'est vraiment d'avoir un positionnement resserré autour des deux piliers du cabinet que sont le M&A stratégique et le contentieux stratégique. Évidemment, dans la recherche de l'excellence et parce qu'on est aussi attentif aux besoins de nos clients, on se pose toujours et régulièrement des questions, mais au jour d'aujourd'hui, en termes d'effectifs, vous êtes bien. Voilà, on a une taille critique et on va continuer à déployer cette stratégie cette stratégie autour de nos deux axes, de nos deux principales activités que sont le M&A stratégique et le contentieux stratégique. Je comprends. J'ai une dernière petite question à vous poser. Si vous aviez un conseil à donner aux jeunes avocats qui débutent, ou deux conseils, enfin peu importe, le champ est libre, qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller ou leur dire quelque chose que vous auriez aimé entendre à vos débuts et qu'on ne vous a pas forcément dit, ou justement pour leur donner envie ou confiance dans le fait de rejoindre un cabinet aussi beau que le vôtre et de devenir associé?
Moi, je dirais qu'il faut croire en ses rêves, il faut se donner les moyens. C'est très important aussi de se donner les moyens, de ne pas abandonner. Euh, Autre chose, un autre élément qui est très important, c'est qu'il n'y a pas une seule voie. Il n'y a pas une seule voie pour devenir un avocat, il n'y a pas une seule voie pour devenir un bon avocat, un excellent avocat. Il faut s'écouter aussi. Il ne faut pas choisir un cabinet en fonction de son classement dans les rankings. Ça peut être tentant. Mais... ça peut être tentant et c'est une tentation à laquelle succombent de nombreux étudiants, avocats, etc. Mais voilà, il faut s'écouter, il faut faire des expériences, il faut essayer différentes pratiques, essayer différents types de cabinets. Et ce qui est très important, c'est de travailler dans un cabinet. Enfin, c'est peut-être ça peut paraître simpliste, mais travailler dans un cabinet où on est content de travailler. C'est-à-dire on est content d'aller travailler le matin, on travaille sur des dossiers qui nous intéressent, on travaille avec des avocats qui nous inspirent, des personnes qui nous inspirent. Voilà. C'est un métier qui est déjà... c'est un métier qui est très prenant, très exigeant. Donc c'est important voilà, d'être aligné en fait, dans ses choix. Donc, faites vos expériences. Il n'y a pas de mauvaises expériences. Et puis, faites votre choix ensuite. Il y a vraiment différents modes d'organisation, différentes pratiques. Il y en a vraiment pour tout le monde. Enfin, des cabinets français, des cabinets étrangers, des cabinets de petite taille, de grande taille, des cabinets spécialisés, des cabinets hiérarchisés, moins hiérarchisés. Voilà. Moi, à titre personnel, j'ai toujours privilégié d'avoir une activité généraliste. Je fais du M&A, des marchés de capitaux. On travaille aussi beaucoup avec les autres pratiques du cabinet. Comme je disais tout à l'heure, c'est important d'être curieux, de développer cette curiosité. Moi, je conçois très bien que d'autres avocats préfèrent être très spécialisés, devenir les référents internationaux sur un point très précis de leur activité. Je pense que ça s'entend, hein, mais moi, je pense que le charme du métier, il réside dans la diversité des sujets qu'on a abordés, la diversité des clients, la diversité des domaines d'activité, des questions. C'est aussi, et c'est peut-être une aspiration personnelle, mais on est très souvent challengé, on a très souvent, lorsqu'on on a une activité généraliste comme ça, il peut arriver qu'on soit un peu en dehors, qu'on sorte de sa zone de confort. Mais c'est aussi ça qui fait le sel du métier, et on apprend toujours. Et donc ça, c'est quelque chose que les jeunes avocats qui nous rejoignent, qui tentent les jeunes avocats qui nous rejoignent, et dont il ne faut pas avoir peur. Il faut aimer sa pratique aussi quand même. Oui, bien sûr. Bien sûr. Faut être quand même, c'est un métier un peu de passion, je trouve, parce qu'il y a beaucoup de... C'est à la fois un métier d'expérience, donc c'est important de gagner en expérience et d'être prêt à passer des heures sur les dossiers pour accumuler cette expérience. Mais c'est effectivement un métier passion, parce que pour pouvoir s'investir de cette manière, c'est important d'apprécier ce qu'on fait. Et vous faites un très beau métier, à chaque fois. Merci, j'ai la même réflexion. Mais écoutez, merci beaucoup Laurent pour votre passage sur ce podcast. Merci pour votre partage d'expérience. C'était un plaisir. Avec grand plaisir partagé. Et puis à très bientôt, j'espère. À très bientôt, merci.